Bienvenue dans ce webinaire, le tout premier. Nous espérons que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, l'objectif est très simple. On va essayer de vous donner une lecture professionnelle de ce qui se passe réellement dans le monde et surtout de ce que ça implique concrètement pour les marchés financiers et vos investissements en 2026. Donc, tout d'abord, on va voir comment le système mondial fonctionne vraiment. On va aborder les thématiques suivantes. Pourquoi les États-Unis restent au centre du jeu, le rôle clé du dollar et comment la géopolitique, la monnaie et la finance sont intimement liées. Cette première partie vous permettra de mieux appréhender notre deuxième point, à savoir l'interprétation d'un événement majeur et récent, le Venezuela. Donc on va parler de l'intervention américaine au Venezuela, avec les véritables raisons géopolitiques, économiques derrière cette opération. Et on verra pourquoi ce type d'événement n'est jamais isolé, mais s'inscrit dans une logique globale. Enfin, on parlera plus marché financier et investissement avec le Bitcoin en 2026, notamment le cas de MicroStrategy, les actions de minage et de stockage de Bitcoin. On parlera du S&P 500, à savoir quelle performance attendre pour 2026. Et enfin, comment lire et suivre les flux de capitaux grâce à l'analyse intermarket. Donc le but, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez une vision plus claire de l'environnement actuel, que vous ayez compris et intégré la notion de conflit d'intérêts, mais aussi que vous puissiez aborder l'année 2026 dans les meilleures conditions. Vous verrez qu'avec une bonne lecture et une compréhension approfondie de l'économie, de la géopolitique et des marchés financiers, les opportunités d'investissement sont vraiment partout, à condition, bien sûr, d'avoir appris à investir intelligemment. Donc, les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance mondiale, et le système international reste largement structuré autour d'eux. Concrètement, tout gravite autour des États-Unis. Ils sont le leader mondial incontesté sur plusieurs plans, monétaires, financiers, militaires, institutionnels et même technologiques. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale et la monnaie dominante des échanges internationaux. Il faut savoir que plus de 60% des échanges mondiaux sont réalisés en dollars. Ça inclut notamment le commerce des matières premières et en particulier du pétrole qui joue un rôle clé dans l'hégémonie américaine. Je pense que vous avez déjà entendu parler de pétrodollar. Depuis les années 70, les membres de l'OPEP fixent le prix du pétrole en dollars. Ces décisions obligent tous les pays importateurs de pétrole à détenir des dollars pour faire fonctionner leur économie. Et ça met en place trois mécanismes fondamentaux. Le premier, c'est que les pays importateurs sont obligés de vendre leur propre monnaie pour acheter des dollars. Donc ça va renforcer mécaniquement le dollar et dévaluer leur monnaie locale. Le deuxième, ça va être que les pays exportateurs de pétrole, eux, reçoivent du dollar et ils vont les utiliser soit pour fixer leur monnaie par rapport au dollar, on va dire que la monnaie est PEG, comme en Arabie Saoudite, au Qatar ou au Koweït, soit directement pour commercer avec d'autres pays. Dans tous les cas, ça va renforcer la position dominante du dollar. Enfin, il y a un troisième point, c'est que acheteurs et vendeurs recyclent ces dollars dans l'économie américaine, mais l'utilisation n'a pas trop reculé. Leur monopole économique et technologique, en revanche, est remis en question, notamment au profit de la Chine qui a connu une croissance rapide grâce à sa démographie passée et à sa capacité de production. Donc on observe également aux USA une désindustrialisation dans certains secteurs, une dépendance accrue aux chaînes de valeur étrangères, notamment chinoises, et aussi des retards dans les secteurs clés, comme les semi-conducteurs, malgré des annonces récentes. Des alliances alternatives ont aussi émergé, comme les BRICS, ou des systèmes de paiement concurrents, comme le CPS chinois. Bon, alors, en creusant, on se rend compte qu'il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Pour autant, sous-estimer ces failles serait une erreur de la part des USA. Donc, on va s'intéresser un petit peu au cas particulier de la Chine et à la relation qu'elle a avec les États-Unis, parce que la Chine est à la fois partenaire et adversaire des USA. Les deux puissances sont vraiment interdépendantes. Il faut savoir que la Chine est l'un des principaux détenteurs de dette américaine. Les États-Unis, eux, sont le premier partenaire commercial de la Chine. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux des USA. Et la Chine a les terres rares, là où les USA a la technologie pour faire des puces. Donc si vous avez bien compris la première partie sur le rôle de la monnaie, vous voyez à quel point ces deux pays, qui sont pourtant opposés, fonctionnent en réalité ensemble. Dans le même temps, Pékin cherche à étendre son influence, à concurrencer les États-Unis, notamment en Afrique, à dominer des secteurs clés et cherche vraiment à éviter de se faire distancer.
ils cherchent également à promouvoir des alternatives au dollar via le yuan et le CIPS. Leur objectif est clair, c'est de remettre en cause l'hégémonie américaine et équilibrer les forces. Donc ces deux pays se servent de pays plus faibles, instables ou indécis pour y installer leur influence, sécuriser des positions stratégiques, obtenir des ressources, renforcer leurs réseaux alliés. Les crises politiques, économiques et énergétiques deviennent alors de véritables leviers d'influence pour nos deux parties. Alors maintenant que vous avez compris comment s'organise grossièrement notre monde économique et géopolitique, vous êtes en mesure de comprendre ce qui se passe réellement au Venezuela. Concrètement, quelles sont les raisons économiques, géopolitiques et financières derrière l'événement du 3 janvier 2026 ? Pour petit rappel, récemment au Venezuela, on a eu un événement majeur le 3 janvier. Les forces américaines ont amené Maduro du coup, et son épouse Cilia Flores aux États-Unis pour les traduire en justice. On les accuse notamment de narcoterrorisme, de trafic de drogue et autres chefs d'accusation liés au narcotrafic. Donc jusqu'ici, beaucoup d'entre vous, sans surprise, sont au courant des faits. Cependant, je tiens à rappeler que derrière chaque décision géopolitique et économique se cachent des intérêts géopolitiques et économiques. Et ça, on ne vous en parle pas spécialement dans les médias. Alors pas par complotisme ou par manipulation des foules, mais tout simplement parce qu'un discours doit avant tout attirer l'attention et divertir, susciter une émotion d'une façon ou d'une autre, peu importe le drame derrière un événement. Donc géopolitiquement, cette intervention vise surtout à éliminer un régime clairement hostile aux États-Unis. Il faut savoir que le Venezuela de Maduro était devenu un point d'appui pour des puissances rivales comme la Chine, la Russie et l'Iran. Depuis 1823, on a la doctrine Monroe et les États-Unis affirment explicitement que les Amériques, pour reprendre leurs termes, représentent leur sphère d'intérêt stratégique et d'influence, et que toute intervention de puissance extérieure y est considérée comme une menace. Donc avant Maduro, la Chine était surtout présente au Venezuela pour le pétrole, les ressources et les infrastructures, avec des prêts massifs qui étaient remboursés en barils. L'Iran, eux, utilisait le Venezuela comme un allié stratégique anti-américain, avec des coopérations militaires, des échanges pétroliers et des circuits pour contourner les sanctions. La Russie, elle, apportait un soutien militaire et politique. Elle y vendait notamment des armes, envoyait des conseillers et sécurisait des intérêts énergétiques. Donc pour les USA, le Venezuela était devenu un point d'appui de puissance rivale directement en Amérique latine. L'intervention américaine visait donc à couper ses influences, reprendre le contrôle régional et à envoyer un signal clair à Pékin, Moscou et Téhéran. Donc le Venezuela, vous le savez certainement, détient l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. On compte à peu près 303 milliards de barils de pétrole, soit 17% des réserves globales. Ça surpasse même l'Arabie Saoudite qui compte 267 milliards de barils. Donc sous Chavez puis Maduro, une grande partie de cette richesse a été nationalisée. Donc ça a conduit les États-Unis à imposer des sanctions en représailles. Le résultat, c'est que l'industrie pétrolière vénézuélienne s'est complètement effondrée. On est passé d'une production à plus de 3 millions de barils par jour à moins d'1 million à cause d'une mauvaise gestion interne et surtout des sanctions américaines mises en place depuis 2019. Il faut savoir que les revenus du Venezuela dépendent à 90-95% de ce commerce de pétrole. Donc ces sanctions visaient un objectif clair, couper les revenus pétroliers pour forcer un changement politique. Et après la chute de Maduro, les États-Unis comptent donc réinvestir massivement pour relancer la production. Plus largement, il s'agit donc de sécuriser une ressource énergétique clé, vous l'avez compris avec le pétrodollar, même si ça doit se faire au détriment de la souveraineté du Venezuela. Donc le futur du Venezuela reste relativement incertain, même hautement incertain, mais si on regarde un petit peu dans le passé, on regarde les interventions précédentes des États-Unis, notamment au Panama et au Chili, on peut déceler plusieurs scénarios à court et moyen terme. Donc à court terme, on peut estimer que le gouvernement intérimaire du Venezuela va coopérer pleinement, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti, sous menace bien sûr de nouvelles frappes, et les États-Unis exigent bien sûr l'expulsion des influences étrangères, évoquées précédemment, la Chine, la Russie, l'Iran, mais aussi Cuba. Ils souhaitent également un partenariat exclusif sur le pétrole. À moyen et long terme, on peut y voir deux scénarios, l'un amenant vers une transition qui se veut démocratique,
avec des élections supervisées, suivies d'une reconstruction économique avec des investissements massifs se comptant en centaines de milliards de dollars, venant bien sûr des États-Unis, ou bien un scénario de résistance, comme on a pu le voir dans le passé en Irak, avec une résistance donc armée, soutenue par des alliés comme la Chine ou la Russie, sous couvert de critiques bien sûr anti-impérialistes pour justifier leurs actions et leurs intérêts réels. En résumé, tout se joue actuellement dans la capacité des États-Unis à imposer une transition sans créer d'escalade. En clair, le discours officiel des USA met en avant la sécurité nationale, bien sûr, tout en présentant l'opération comme un succès total ayant entraîné aucune perte américaine. Donc l'administration Trump choisit cet angle narratif parce que le trafic de drogue et le terrorisme sont des thèmes extrêmement populaires aux États-Unis, surtout auprès de la base républicaine. L'administration cadre aussi cette opération comme une action, je cite, d'application de la loi, soutenue militairement et non comme une guerre ou un changement de régime déclaré. Dans un premier temps, ça permet de minimiser les critiques sur la violation du droit international, mais ça permet aussi et surtout de contourner l'autorisation du Congrès pour intervenir sur le territoire vénézuélien. Donc sans cette compréhension, un investisseur peut confondre le bruit médiatique avec l'information utile et subit les marchés au lieu de les lire. L'objectif ici, c'est de vous donner une grille de lecture pour comprendre que toutes les crises ne se valent pas. Une crise dans un pays périphérique n'est pas une crise systémique. Donc plutôt que de se focaliser sur les discours politiques, il faut apprendre à regarder même les vrais leviers de pouvoir économique, à savoir la monnaie, la dette, les institutions, les flux commerciaux, les routes maritimes, les sanctions. Les événements géopolitiques ne sont pas des accidents. Ce sont des outils économiques utilisés dans un monde qui n'est pas binaire, où les affrontements sont interdépendants. Donc à l'issue de cette partie, vous devez être capable d'analyser une crise future, qu'elle se situe en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique latine. Mais aussi de comprendre qui gagne, qui perd, pourquoi, et surtout d'anticiper des impacts concrets sur les obligations, les actions, les devises, les matières premières, etc. On arrive donc sur notre deuxième partie qui va un peu plus concerner les marchés financiers. Donc si vous avez suivi notre analyse sur le Bitcoin, vous savez qu'on est actuellement en bear market. Du moins, c'est ce que nous montre notre analyse. Une analyse qu'on avait déjà réalisée en 2021 pour préparer le futur bull run et qui s'était avérée juste et très précise. Actuellement, et malgré une entrée de capitaux dans Bitcoin, l'écosystème est très fragilisé. En partie à cause d'acteurs qui ont pu accumuler énormément de Bitcoin et qui risquent l'effondrement. Je pense que vous connaissez très bien MSTR. C'est d'ailleurs le cas le plus connu, avec Michael Saylor, qui fait toujours des prédictions complètement folles au sujet du Bitcoin. Il faut savoir que MSTR fonctionne actuellement comme un Ponzi, notamment parce qu'ils attirent les investisseurs avec des dividendes sur leur preferred stock allant jusqu'à maintenant 12%, mais aussi via des obligations généreusement rémunérées. Donc il faut comprendre que ces entrées d'argent leur permettent de faire face aux dépenses continues, générées par leur activité première. Il faut savoir qu'avant d'accumuler du Bitcoin, c'est avant tout une entreprise de vente de logiciels. Donc ils ont besoin de payer les fournisseurs, les locaux, les employés, mais aussi de financer leur stratégie d'acquisition de Bitcoin en payant ici les intérêts de la dette obligataire et les dividendes des preferred stock. Donc ils font absolument tout pour ne pas vendre de Bitcoin, même si la situation n'est pas top, parce que cette pratique serait contraire à leurs promesses. MSTR, MicroStrategy et Michael Saylor sont connus pour cette phrase « We will never sell ». Et c'est en partie ce qui pousse les intervenants qui agissent sous FOMO, donc Fear of Missing Out, à acheter MSTR. En cas de non-respect de cette phrase, de cette doctrine, beaucoup d'investisseurs vendraient tout simplement actions et obligations. Et comme ces actions ne reposent sur rien d'autre que de la spéculation, et qu'il n'y a derrière aucun fondamental, c'est un équilibre qui est très fragile. Grosso modo, les investisseurs, voient deux possibilités, soit acheter Bitcoin, soit acheter MSTR, en sachant qu'MSTR est bien plus volatile. C'est-à-dire que les fluctuations, comme vous pouvez le voir ici, sont bien plus importantes que ceux de l'actif auquel il est corrélé. Ici le Bitcoin. Donc vous avez MicroStrategy en noir ici et Bitcoin en bleu. Donc on peut voir que clairement ça se suit, mais qu'on a une différence de volatilité. Quand Bitcoin va chuter un petit peu, MSTR, eux, vont chuter beaucoup.
quand Bitcoin monte, on peut voir qu'ici c'était l'ancien plus haut et que Bitcoin vient dépasser ses anciens plus hauts. MicroStrategy, eux, ne suivent pas. Donc ça réplique, mais avec une volatilité qui va être différente et parfois des moments de décorrélation. Donc tout repose ou plutôt tout repose pour ces investisseurs, qui s'apparentent d'ailleurs plus à des parieurs, sur ce fameux FOMO. C'est ce qui va les pousser à acheter, notamment leur croyance dans les prédictions folles de Saylor, la supposition, la spéculation. Donc si l'entreprise brise leurs rêves, érode leur confiance, c'est la fin pour MSTR qui verra une vente massive d'actions. Alors je dis brise leurs rêves, érode leur confiance, bien sûr je fais référence à leur phrase We will never sell. Voilà. C'est exactement pour ça qu'ils ne peuvent pas vendre de Bitcoin pour se financer. Et donc ils lèvent de la dette via les deux seuls moyens qu'il leur reste, les obligations et les preferred stock. Alors il y a aussi la dilution d'actions qui pourrait être un moyen, mais dans leur cas ça ne va pas être possible. En effet, ils ne peuvent pas diluer continuellement des actions parce que ça accentuerait en fait la chute du cours en bourse qui, comme vous le voyez, est déjà en baisse de moins 72%. En plus de ça, il faudrait émettre beaucoup trop de nouvelles actions pour lever trop peu de capitaux. Ce ne serait pas une opération très rentable. Donc MSTR incarne parfaitement le concept de conflit d'intérêts, de la manipulation de masse et de business model foireux. J'en parle maintenant car le bear market ayant commencé, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, pour eux de survivre. En effet, leur PRU, donc leur coût moyen d'acquisition du Bitcoin, se situe à 75 026 dollars actuellement, ou plutôt 4 janvier 2026. Et en cas de baisse de Bitcoin, la situation va clairement empirer, rapidement et drastiquement. On vient de voir qu'ils ne peuvent pas vendre de Bitcoin, que la dilution continue n'est pas non plus envisageable, et que lever de la dette comme ils font actuellement est limité et dangereux parce que tôt ou tard, il faudra rembourser les intérêts qui seront toujours plus conséquents sur des fonds qu'ils n'ont pas. Donc leur dette leur permet de survivre, mais jusqu'à quand? Donc ma compréhension de l'entreprise et de la situation actuelle est appuyée par les chiffres qu'ils ont eux-mêmes publiés, comme vous pouvez le voir ici. Donc leur revenu pour le dernier trimestre 2025 était de 128 millions de dollars. Le coût total pour générer ces revenus était de 38 millions de dollars. Mais les dépenses pour faire tourner l'entreprise, ce dont on a évoqué précédemment, le coût de la dette, les locaux, les employés, etc., étaient de 3,8 milliards de dollars. Ça fait un déficit pour MSTR d'environ 3,7 milliards de dollars. En clair, pour chaque dollar gagné, MSTR a dépensé environ 30 dollars. Et comme je vous l'ai dit avant, il ne faut pas compter sur leur réserve de cash qui est clairement insignifiante. Ça ne va pas les sauver parce qu'elle est seulement valorisée à 54 millions de dollars. Donc la seule parade que Saylor a trouvée, c'est de faire des pronostics farfelus qui permettent d'entretenir, du moins momentanément, la hype et de conforter les investisseurs dans leur choix, de conserver ses actifs et de continuer à financer l'entreprise. Ça permet à l'entreprise simplement de ne pas faire faillite et de rester, du moins pour l'instant, en vie. Donc avant de croire n'importe quelle parole, il faut juste se demander quel est l'intérêt pour lui de nous dire ça. Il faut toujours pouvoir identifier ces conflits d'intérêts et comprendre les mécanismes financiers. Alors à défaut de vous faire gagner de l'argent à coup sûr, ce petit travail, cette petite réflexion vous évitera d'en perdre beaucoup. Donc MSTR est loin d'être un cas isolé. Alors on a tiré un petit peu sur eux, mais ils ne sont pas les seuls du tout, puisque les autres entreprises qui accumulent du BTC, via de la dette ou du minage, ne s'en sortent en réalité pas mieux. On a Mara, qu'on a déjà évoqué dans le serveur, qui sont en baisse de 89%, SMLR de moins 73% en un an seulement, Riot moins 81%, XXI moins 85% depuis leur plus haut historique, et la liste est encore très longue, mais vous avez compris. Donc l'écosystème entier il se retrouve affaibli et ces acteurs sont encore plus sensibles que Bitcoin et ça pourrait entraîner du coup une baisse de l'actif. Parce que leur chute à ces acteurs-là entraînera inévitablement une baisse du Bitcoin. Tôt ou tard, ils seront obligés de vendre leur Bitcoin. Et comme tous les acteurs sont interconnectés, une baisse de X entraîne une baisse de Y, etc. C'est un cercle pernicieux.
Alors, petite question pour vous, est-ce que vous pensez que MSTR, qui détiennent, il me semble, qui ont la plus grosse réserve de Bitcoin, ou l'une des plus grosses, est-ce que vous pensez que cette faillite de MSTR potentielle sera à l'origine du crash final de Bitcoin, comme en 2022 avec FTX? Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va s'attaquer un petit peu au marché traditionnel, au S&P 500 et aux obligations. Donc cette semaine, on a beaucoup d'experts qui nous ont vanté une quatrième année positive pour le S&P 500, mais de l'autre côté, on voit que la tech stagne, que les investisseurs achètent en masse des CDS pour se protéger du risque de défaut de ces entreprises, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc la question c'est, qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on part réellement sur une quatrième année positive pour le S&P 500? Est-ce que ces experts ont raison? Alors, si on regarde depuis le crash de 2022, on remarque que le S&P a pris 24,24% en 2023, puis 23,31% en 2024, et en 2025, il a pris 16,39%. Donc j'ai analysé le S&P 500 depuis les années 1900 pour calculer les probabilités d'avoir 4 années positives consécutives, et le résultat est sans appel. La probabilité d'une quatrième année positive consécutive sur le S&P 500 est d'environ 25%. Donc, on a 75% de chance d'avoir une année négative. Donc tout de suite, on a déjà de quoi remettre en question les dires des experts. Mais quelle est la probabilité d'avoir une quatrième année consécutive positive avec un rendement à 2 chiffres? Puisque comme vous le verrez plus tard, nos experts ont des pronostics qui sont très ambitieux. Donc là, pour ce travail-là, j'ai encore pris comme référence l'année 1900 et les probabilités, encore une fois, sont claires. On a moins de 3% de chances que ce scénario se produise. Donc moins de 3% de chances que le S&P 500 fasse une quatrième année consécutive positive avec un rendement à 2 chiffres. Comme c'était pas assez et que j'ai voulu aller un petit peu plus loin, j'ai zoomé un peu plus. J'ai pris comme date de référence la fin de l'étalon or en 1971 pour avoir un système et une politique monétaire plus proche de ce qu'on connaît actuellement, tout en ayant suffisamment de data. Et je me suis nécessairement intéressé aux années qui ont suivi un pivot monétaire. Vous le savez, lorsque l'inflation devient trop importante, la politique monétaire devient hawkish, comme en 2022. Puis lorsque l'inflation baisse, comme en 2024 ou en 2025, on passe dovish. Bien sûr, il y a plein d'autres paramètres qui poussent les banques centrales à monter ou baisser les taux d'intérêt, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, quelle est la probabilité d'avoir 4 années positives consécutives sur le S&P 500 après être passé de hawkish à dovish? En clair, se retrouve exactement dans la situation comme dans la situation actuelle. Ces probabilités-là sont inférieures à 2%. Autrement dit, 2026 a 98% de chance d'être une année négative. Alors, personne n'a de boule de cristal, je ne suis pas en train d'affirmer que ça va chuter ou même espérer que ça chute. Je me concentre uniquement sur la donnée, sur les chiffres, et ces derniers nous montrent très clairement une très forte probabilité de chute. Le constat s'arrête là. Donc pourquoi est-ce que ces experts n'ont pas le même discours? Alors, ils ne sont pas tous nuls, pas tous incompétents, ils ne se sont pas forcément trompés. Il s'agit là encore d'un conflit d'intérêts. Annoncer que le S&P 500 chutera ne fera qu'exacerber la chute, rendant difficile pour les institutionnels de trouver de la contrepartie et d'encaisser leurs gains. C'est un concept sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Qu'en est-il des autres indices? Il faut savoir que tous les indices sont corrélés dans une certaine mesure au S&P 500 et il s'agit d'entreprises. Par conséquent, c'est une mesure implicite de la croissance d'un pays. Vous le voyez ici, on a mis en noir le S&P 500. Vous retrouvez aussi sur ce graphique-là le CAC 40, le DAX 40 ou le Nikkei, l'indice de référence japonais. Et on se rend compte qu'en fait, ils suivent absolument tous le S&P 500. Certes, avec une volatilité différente. Alors là, il n'y a pas plus de données parce qu'il y a un manque de data, mais on voit très clairement que si ça monte, ça descend, etc. Avec une amplitude différente, mais ça reste très corrélé. Ici, je vous ai mis le S&P 500 et le PIB américain, puisque je viens de vous dire que c'est une mesure implicite de la croissance.
on se rend compte que quand le PIB chute ici, le S&P 500 chute. Quand le PIB reprend, le S&P reprend, etc., etc. Donc si un pays comme les USA ne connaît pas de croissance, ça va être l'économie mondiale qui va être affectée. Et tous les indices devraient chuter. Si on prend par exemple l'indice chinois, comment est-ce qu'ils pourraient performer alors que leurs plus gros partenaires, les Américains, n'achètent plus? C'est pas possible. La production baisse, la croissance va baisser, et donc les indices vont baisser. Et ça ne va pas se limiter seulement aux indices. C'est l'écosystème tout entier qui sera affecté. On verra que certaines parties seront affectées positivement, mais il y en a beaucoup qui seront affectées négativement, comme les actions, mais aussi les crypto-monnaies. En effet, il faut que vous puissiez comprendre que l'argent ne disparaît pas. Il est réalloué vers les actifs les plus sûrs, principalement en dollars et en obligations américaines. Donc comme vous le savez, les obligations à 10 ans réagissent fortement à la politique monétaire et au taux d'intérêt. Une politique monétaire qui se veut dovish, avec une baisse progressive du taux directeur. Alors excusez-moi, juste 2 petites minutes. Ok. Donc oui, je vous disais que comme vous savez, les obligations à 10 ans réagissent fortement à la politique monétaire et au taux d'intérêt. Et qu'actuellement, une politique monétaire qui est dovish va sans doute entraîner une baisse progressive du coup du taux directeur. C'est le principe même. Quand on est dovish, on baisse le taux directeur. Donc la valeur nominale des obligations est inversement corrélée au taux d'intérêt et par conséquent, le rendement doit être fortement corrélé à ce taux d'intérêt. C'est une chose qui se vérifie ici avec un coefficient de corrélation presque toujours supérieur à 70%. On voit bien que lorsque les taux d'intérêt ici en bleu baissent, les rendements ont tendance à baisser. Par contre, quand les taux d'intérêt augmentent, les rendements ont tendance à augmenter. Ici, c'est encore plus flagrant où c'est presque parfaitement corrélé. Donc une baisse des taux d'intérêt, puisqu'on est dovish, entraînera une baisse des rendements des obligations. Donc lorsque les taux d'intérêt sont élevés, le rendement l'est aussi, et les investisseurs ont donc pour habitude de se ruer dessus. En 2023 par exemple, c'est ici, on pouvait toucher 5% de rendement annuel pendant 10 ans sur un actif qui était jugé sans risque, noté AA+. Ici, je vous ai mis le barème de notation des différentes agences, S&P, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. AA+, on est ici, on est sur de la haute qualité. Donc généralement, plus vous êtes en haut, plus vous êtes en sécurité. Les obligations sont jugées comme étant sans risque. Plus vous êtes en bas, plus c'est un petit peu délicat, voire même en fait catastrophique, avec ici en défaut ou risque substantiel. A l'inverse, ça me paraît logique, mais je ne sais pas si ça l'est forcément, plus une obligation est sûre, moins elle va être rémunératrice. Effectivement, pourquoi donner un rendement élevé alors que le risque est très faible? Ça ne fait pas spécialement sens. Alors qu'à l'inverse, lorsque l'inflation est basse, le rendement va généralement être plus élevé pour être aussi plus attractif et mieux refléter le risque principal des obligations qu'est le risque de défaut. Voilà. Donc lorsque les rendements baissent, comme on a vu, c'est que le prix augmente, poussé par la frénésie acheteuse, et si le prix augmente, c'est qu'il y a des acheteurs qui arrivent avec de l'argent frais. Cet argent, il ne sort pas de nulle part, c'est simplement une réallocation des investisseurs. Donc en 2026, avec des indices flat ou dans le rouge, il est très probable que les investisseurs du monde entier se réfugient vers un actif risk-on, risk-off, comme le dollar, et plus précisément vers les obligations qui leur offriront un rendement quoi qu'il arrive. Parce qu'encore une fois, les obligations, s'il n'y a pas de risque de défaut, on vous donnera vos intérêts, on va vous les verser sur la durée que vous avez convenue, et puis à échéance, bien sûr, on vous remboursera votre capital. Sauf s'il y a défaut, voilà, pour les obligations plus risquées, où là, le risque de défaut, ça veut dire qu'on perd le capital qui a été investi. Tout simplement. Ouais.
Donc, je disais que les investisseurs se dirigeront vers les obligations parce qu'on aura un rendement intéressant qui sera versé quoi qu'il arrive. Donc oui, c'est un rendement qui est très généreux parce que si on le compare aux obligations françaises, par exemple, toujours à 10 ans, hein, qui sont pourtant jugées moins sûres, elles sont aussi moins rémunératrices et on peut compter 4,20% à 10 ans aux USA contre 3,5% en France. En France, il me semble qu'on est noté à moins actuellement ici. Donc logiquement, on devrait avoir un rendement plus intéressant pour les investisseurs, puisque la notation est moins bonne, contrairement aux USA qui sont ici, hein, à A+, donc il y a quand même un petit monde qui les sépare. Mais on se rend compte que non, les USA offrent actuellement un rendement qui est excellent, compte tenu du risque qui est associé par rapport à la France, où on est à moins, ça reste correct, hein, mais où on est quand même à 3,5 contre 4,2 aux USA. C'est pas pareil. Donc là, on peut voir que tout fait sens. Le marché crypto est lié dans une certaine mesure au marché action. C'est une analyse qu'on a déjà réalisée. Et on a vu que tout ça doit chuter. En analysant le marché des actions avec l'indice de référence mondial, le S&P 500, là encore, on s'aperçoit qu'une baisse est extrêmement probable. Donc l'analyse action vérifie l'analyse crypto et vice-versa. Cerise sur le gâteau, l'analyse sur les obligations nous montre qu'on doit attendre une augmentation de la valeur nominale des obligations, justifiée par une réallocation des investisseurs. Ils se désintéressent du S&P 500 qui chute, ils arrivent sur un nouveau marché, les obligations, la valeur nominale augmente, donc le rendement baisse. C'est exactement ce qu'on a vu. Et c'est pour ça que ces achats massifs entraîneront une chute des rendements obligataires. On a donc une confluence parfaite entre nos trois actifs. C'est ce qu'on va appeler l'analyse intermarket. Cette confluence parfaite, elle va nous être d'une grande utilité pour préparer l'année 2026 et savoir sur quel actif s'attarder. D'autant plus que l'inflation aux États-Unis est actuellement entre 2,5 et 3% au moment où l'on parle, et que la politique monétaire américaine est actuellement présentée comme dovish. Dovish dans le ton, mais pas dans les faits. On y reviendra plus tard. Une autre fois, si ça vous dit. Donc les prévisions de la Fed, par contre, pour 2026, c'est ce qu'on va appeler le dot plot, lui montre une médiane de 3,4% pour les Federal Fund Rates, donc les taux d'intérêt, grosso modo. Ça signifie qu'on risque d'avoir une baisse de seulement 25 points de base en 2026. Donc une légère baisse des taux d'intérêt. Donc Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, a souligné que la politique est proche du niveau neutre et que les ajustements futurs dépendront forcément des données sur l'inflation et sur l'emploi. Donc les marchés, eux, par contre, sont un peu plus optimistes et anticipent deux baisses de 25 points de base en 2026. Pour rappel, quand on baisse les taux d'intérêt, on cherche en fait à stimuler l'économie. C'est pour ça qu'on dit que les marchés sont un peu plus optimistes. Alors tout ça, qu'est-ce que ça va nous indiquer concrètement? Alors c'est simple, ça confirme que l'environnement reste plutôt restrictif pour 2026, hein, avec potentiellement une seule baisse de taux d'intérêt de 25 points de base. Et on a les craintes de la Fed qui concernent l'inflation qui persistent. Donc on ne doit pas, dans la situation actuelle, s'attendre à une explosion de croissance pour cette année. Ça nous dit également que les marchés sont eux aussi plus optimistes que la Fed elle-même. Alors ça, c'est en réalité très révélateur d'un conflit d'intérêts. Tous les experts, on l'a vu juste ici, hop, voilà. Donc tous les experts, forcément, ils vont dans le sens du marché, hein. Il y a le conflit d'intérêts par rapport effectivement au fait de pouvoir retirer les fonds, trouver la contrepartie. Mais grosso modo, quand les marchés montent, les experts vont vous dire que les marchés vont continuer à monter. Et quand les marchés chutent, ils vont vous dire que ça va continuer à chuter. Donc dans une telle situation, ça confirme un renforcement du dollar, des obligations ou des deux. Ça va dépendre du rendement par rapport à l'inflation. Donc il ne faut pas non plus oublier le dicton, les marchés peuvent être plus irrationnels que nous ne pouvons être solvables. Donc ce qu'on dit, c'est simplement des probabilités, simplement une analyse factuelle. Les marchés peuvent souvent être irrationnels, ça ne veut pas dire qu'on aura raison. Mais un financier se doit d'avoir, ou un investisseur, hein, se doit d'avoir un plan A, B et C. Donc en 2025,
pardon, en 2025, on l'a vu, la situation était portée par une instabilité politique aux USA, des conflits géopolitiques, une inflation, des signes d'instabilité de l'emploi, et pourtant, le S&P 500 a fait plus 45% depuis ses plus bas d'avril. Donc, en creusant davantage, on peut observer que le marché action a été porté par les valeurs technologiques, notamment liées à l'intelligence artificielle et l'engouement suscité par ce secteur. Euh, alors, c'est vrai que le contexte aussi s'y prêtait. On a vu que c'était la fin du cycle hawkish, donc une politique monétaire qui consiste à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'économie. Donc si c'est la fin de ce cycle-là, on peut s'attendre à ce que la situation redevienne plus agréable, pouvoir emprunter plus facilement, pouvoir se développer plus facilement. Ça a contribué à stimuler les marchés. On s'attendait à une liquidité euh, importante. Et les investisseurs aussi qui étaient en manque de croissance et à la recherche d'un narratif ont permis de faire gonfler, alors gonfler c'est un peu le terme qu'on utilise pour une bulle, mais en tout cas ont permis d'alimenter ce secteur technologique, notamment l'IA avec les dernières un petit peu révolutions, les chats GPT, etc. Donc le résultat, c'est que ces flux se sont concentrés sur certaines valeurs pendant que les autres marchés, euh, eux, ont stagné. Et on peut voir que les valeurs technologiques ont représenté près de 63% des gains du S&P 500 cette année. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a une croissance hyper concentrée et surtout déconnectée du quotidien des ménages. Donc tout ça nous laisse penser que notre analyse pro 2026 a de quoi se réaliser. C'est pourquoi pour cette année, on peut se permettre d'être plus pessimiste sans pour autant être catastrophiste. Donc comment est-ce qu'on va procéder en 2026 ? Si l'analyse backée par la data se confirme, investir rapidement sur les obligations américaines, avant donc que le rendement ne chute, est très pertinent. Il s'agit peut-être de la dernière opportunité d'investir sur des obligations aussi sûres et autant rémunératrices avant un bon moment. Donc c'est en partie pour ces raisons que j'ai racheté les obligations il y a quelques semaines, comme vous l'avez sans doute vu, dans le canal Nos investissements. Donc en plus, euh, en plus d'une baisse du marché mondial en action qu'on attend, donc on attend clairement une baisse du marché mondial action, ça pourrait constituer une jolie opportunité d'investissement. Imaginez-vous simplement pouvoir acheter les entreprises les plus performantes qui sont actuellement surévaluées avec un discount, avec une réduction. On est d'accord que ce serait une opportunité en or. Donc pour 2026, on va s'asseoir sur pas mal de cash qu'on va pouvoir déployer en cas de baisse du marché. On pourra donc saisir les meilleures opportunités possibles et profiter au mieux d'un futur marché haussier. Donc comprendre la géopolitique, l'économie et les mécanismes de la finance, ça vous permet non seulement de mieux comprendre le monde qui vous entoure, de comprendre l'impact sur vos investissements et sur vos vies, mais aussi, lorsqu'on a appris à investir intelligemment, de déceler des opportunités uniques. Donc sur les marchés, une règle est fondamentale. Personne ne parle jamais sans intérêt. Chaque discours, chaque prédiction, chaque certitude sert toujours un objectif économique. La question clé à se poser devient alors, vous l'avez compris, quel est l'intérêt de celui qui dit ça ? Parce qu'un actif ou une entreprise peut sembler solide, mais reposer uniquement sur le FOMO, la croyance collective ou une promesse tellement répétée qu'elle semble être la vérité. Donc cette approche vous permettra d'identifier les structures fragiles avant qu'elles cassent et pas après Twitter panique. Donc le vrai apprentissage ne consiste pas à savoir si Bitcoin va chuter ou si le S&P va baisser, mais il s'agit de comprendre que les marchés sont interconnectés, que l'argent ne disparaît jamais et qu'il est simplement réalloué. Et c'est cette vision qui permet de ne plus se laisser surprendre par les mouvements du marché. Il ne s'agit pas de chercher à avoir une boule de cristal, il s'agit d'apprendre à gérer le risque, d'apprendre à conserver du cash quand le contexte l'exige, attendre que l'avantage statistique se présente et investir seulement quand le prix et le contexte sont favorables. Donc en résumé, ne cherchez plus à avoir raison, cherchez à être du bon côté des probabilités. C'est cette approche qui vous permettra de naviguer dans les marchés, de survivre au cycle et surtout de saisir les opportunités quand elles apparaissent. Alors
continuer d'apprendre à investir à nos côtés, à lire et interpréter les événements qui façonnent les marchés et le monde autour de vous. Comme vous l'avez sans doute compris, pardon, on est profondément passionné par la finance et les marchés financiers. Et on souhaite partager cette passion avec vous en transmettant nos stratégies, nos analyses et notre savoir-faire pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et progresser dans votre apprentissage financier. Et ça, quel que soit votre style d'investissement. Donc si jamais vous visionnez cette vidéo, puisqu'il y aura un replay, sans faire partie de notre communauté privée, il est peut-être temps pour vous de nous rejoindre sur Discord pour bénéficier de notre expérience, de notre rigueur et de notre accompagnement bienveillant. Comprendre le fonctionnement des marchés et du monde n'a jamais été aussi accessible. Vous avez juste à scanner le QR code à gauche pour rejoindre le Discord et sur la droite pour accéder à notre école dédiée à l'investissement. Les liens seront également en description ou sous cette vidéo. À la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Donc pour répondre à tes questions, donc quelles sont les influences étrangères au Venezuela? C'est quoi la dilution continue? C'est quoi un CDS? Est-ce que la décroissance peut être bénéfique pour l'économie? Et du coup, avez-vous une formation pour suivre l'apprentissage? Si oui, où la trouver? Alors, quelles sont les influences étrangères au Venezuela? Comme on l'a vu au tout début de la diapo, alors je ne sais pas si elles sont écrites ou pas. On va retrouver principalement, alors on a la Chine effectivement, on a aussi l'Iran, j'essaie de trouver un endroit où c'est peut-être écrit. Bon, on a la Chine, on a l'Iran et on a la Russie. Voilà, ils ont tous un petit peu leur spécialité, si on peut dire ça comme ça. Alors voilà. Donc la Chine est présente au Venezuela par rapport au pétrole pour les ressources et les infrastructures. Donc en fait, ils vont faire des prêts au Venezuela et ces prêts vont être remboursés massivement, en tout cas, en barils de pétrole. L'Iran, eux, ils vont utiliser le Venezuela comme un allié stratégique anti-américain. Donc ils vont faire des coopérations militaires, des échanges pétroliers et des circuits pour contourner les sanctions. Ces deux pays-là était sous sanction. L'Iran toujours, le Venezuela, si ça n'a pas encore sauté, ça va être le cas très prochainement. Et la Russie, elle apporte un soutien militaire et politique en nivelant des armes, en envoyant des conseillers et en sécurisant des intérêts énergétiques. Voilà. La dilution continue, qu'est-ce que c'est? Alors la dilution, c'est quand un acteur, une entreprise, une action ici en l'occurrence, va émettre massivement des obligations, ok? Donc quand tu vas émettre des obligations, ça va avoir deux conséquences. Bon, la première, c'est que ça va permettre de lever des capitaux. Voilà. Si tu émets 100 millions de nouvelles actions, bah, c'est potentiellement des capitaux qui vont rentrer. Mais le problème, c'est que c'est toujours une question d'offre et de demande. Bah, si la demande, on va dire, elle est constante ou même elle croît, mais que l'offre, elle croît également, bah, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas exploser. Alors c'est une question de proportion. Si la demande explose et que l'offre croît un petit peu, c'est pas grave. Mais grosso modo, retiens que si la demande elle est constante mais qu'il y a plus d'offres, forcément le prix chute. Donc c'est ça la dilution continue. C'est d'émettre continuellement, régulièrement, de nouvelles actions dans le but de lever des capitaux. Une entreprise n'a pas forcément toujours accès, ou en tout cas facilement, au marché financier, de lever de la dette via les obligations notamment. Et donc l'alternative la plus facile, c'est ça, c'est d'émettre de nouvelles actions. Alors un CDS, le CDS qui doit être, on va essayer de le, voilà, ici, CDS ici. Alors CDS c'est Contract Default Swap. Ça va être une assurance que les investisseurs peuvent acheter pour se protéger d'un risque de défaut. Par exemple, tu as acheté massivement des actions, des options sur le secteur technologique, ici Oracle en l'occurrence. Tu as pris beaucoup de profits, mais tu te rends compte que la situation est un petit peu délicate. On est peut-être dans une bulle, ça va peut-être chuter, donc peut-être que tu vas juste perdre un petit peu, faire moins de bénéfices, ou même perdre de l'argent, ou perdre ton argent en entier complètement. Et donc pour se protéger de ça, tu vas payer une assurance, comme tu payes une assurance pour ta voiture ou autre. Tu vas payer une assurance, et cette assurance, pareil, elle est soumise à l'offre et à la demande. Plus des gens veulent souscrire à cette assurance-là, des investisseurs,
plus ça va coûter cher, parce que ça veut dire que les investisseurs estiment qu'il y a un réel risque, si tu veux. Et donc forcément, s'il y a un réel risque, le coût de l'assurance va augmenter. Donc voilà, c'est quoi un CDS? Tu me dis, est-ce que la décroissance peut être bénéfique pour l'économie? Alors, dans une économie en tout cas capitaliste, on va dire, la décroissance c'est plutôt un ennemi. Aujourd'hui, dans la situation actuelle des choses, la décroissance c'est un ennemi. Euh, la question aussi c'est jusqu'où peut aller la croissance? Est-ce qu'au bout d'un moment il n'y a pas un plafond de verre? Est-ce qu'au bout d'un moment il n'y aura pas une chute? Mais grosso modo, les marchés financiers en fait montent, le S&P 500 si on prend l'exemple de cet indice-là, monte justement parce qu'il y a de la croissance. C'est cette croissance qui génère du coup du rendement. Grosso modo, tu vas acheter du S&P 500, donc tu vas investir dans plusieurs entreprises. Cet argent va servir à financer ces entreprises-là, donc elles vont pouvoir se développer, ouvrir une nouvelle usine pour peut-être faire baisser leur coût de production, euh, vendre beaucoup plus parce que peut-être qu'il y a une très forte demande et que l'offre est très limitée, donc on va essayer de monter un petit peu l'offre pour vendre un peu plus sans pour autant que ça ait un impact sur le prix. Et tout ça, en fait, ça permet à une action, en l'occurrence, de s'apprécier. Donc c'est vraiment la croissance qui est à l'origine, croissance économique, hein, d'un pays ou d'une entreprise, qui est à l'origine, en tout cas, de gains sur les marchés. Maintenant, est-ce que c'est bénéfique pour l'économie, je pense, je veux dire, mondiale en règle générale? Euh, Honnêtement, pour moi, non. Euh, Plus sain peut-être, parce que forcément la croissance, cette course à la croissance, c'est aussi un amplificateur des inégalités. Voilà, on a des pays très riches et des pays très très pauvres. Euh, donc voilà, avoir une course à la croissance, c'est creuser encore cet écart-là. Peut-être qu'il faudrait essayer d'avoir une approche différente, mais dans l'état actuel des choses, la décroissance, c'est un ennemi pour l'économie. Et effectivement, du coup, on a une formation. Il y a juste ce QR code, du coup, à scanner à droite, qui renvoie vers une plateforme Gumroad, hein, où on peut retrouver tout simplement notre formation, nos formations. Voilà, il y a deux variantes possibles en fonction des besoins dont vous avez, en fonction de ce dont vous avez besoin, tout simplement. Certains auront besoin d'un meilleur accompagnement, d'autres d'un accompagnement plus léger. Donc ça dépend, il y a deux formules, mais aussi des fichiers Excel qui sont disponibles dessus euh, pour gagner du temps tout simplement, pas avoir à faire les calculs peut-être vous-même, pouvoir suivre rapidement tous vos investissements, optimiser votre finance personnelle, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, bon dimanche, on se dit à la semaine prochaine hein, pour les contenus qu'on publie régulièrement et à dimanche prochain pour le webinar suivant.